Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Chloé, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Très bien, merci. Ouais. On enregistre cet épisode alors que tu viens tout juste de rentrer des Jeux Olympiques. Comment ça s'est passé pour toi ? C'était vraiment super. C'est un grand succès, je pense. Les gens ont apprécié, mais c'était une énergie incroyable. Toi, tu étais là-bas en tant que spectatrice et aussi pour voir des athlètes ? Les deux, il y a des athlètes puis des équipes avec qui je travaille à l'année longue qui étaient là, de l'Europe et des États-Unis. Puis en plus, j'avais acheté des billets il y a 1 an et demi sans savoir que j'étais prête aussi impliquée. Donc, j'ai eu l'expérience de l'intérieur et en tant que spectatrice. Ouais. Excellent. Tu as tout vu alors des JO Ouais, j'ai vu beaucoup. Ouais, c'était vraiment génial. J'ai vu beaucoup de sport. Puis, juste se promener sur Paris, tu sais, d'événement en événement, tu vois l'ambiance des gens et puis être à l'intérieur, tu vois aussi tous les autres athlètes, toutes les autres équipes. Ah oui, c'est une expérience de vie, c'était génial. Trop bien. Excellent. Merci de venir juste parce que je crois que tu viens de rentrer. Donc, Oui, je viens de rentrer. Je te remercie. Écoute, il y a 2 ans, j'ai lu ton livre Sans limite aux éditions Guérin-Paulsen que je recommande vivement. Franchement, pour moi, ça a été une révélation. Donc en le lisant, on comprend mieux comment fonctionne notre cerveau, dans les sports d'endurance notamment, et comment il peut être à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi. Et je trouve que ton livre donne vraiment envie de se lancer des défis sportifs, mais pas que. Et il inspire vraiment à passer à l'action. Donc ce que j'ai aussi adoré, c'est que, tu vois, même si ton livre est très axé sur le sport, vu que c'est ta spécialité, il s'applique aussi à d'autres aspects de la vie, et notamment la vie professionnelle. C'est ce qui m'a aussi intéressé. Donc j'ai trouvé des parallèles, on pourra en discuter après. Donc aujourd'hui, pour le programme, j'aimerais qu'on explore les concepts d'intention et de motivation dans les projets qu'on se lance. De neuroplasticité, on va essayer de simplifier le sujet pour que les gens puissent comprendre. D'élasticité mentale et puis enfin comment on peut libérer notre potentiel. Avant tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, mon nom est Chloé Lantier, je suis canadienne, mais ça fait 10 ans maintenant que j'habite à temps plein en Europe. Je suis à Chamonix. Moi, dès le très jeune âge, j'ai toujours été sportive. J'ai fait beaucoup de sports différents. Mais c'est vraiment quand j'ai commencé à faire de la piste, du 800 puis du 1500 mètres à l'école secondaire, comme on dit au Canada, que j'ai vraiment tombé en amour avec la course à pied. Puis, j'ai déménagé dans l'Ouest canadien pour continuer mes études universitaires. Puis c'est là que j'ai vraiment tombé en amour avec la montagne, le sport de trail, tous les sports, le ski alpi, le VTT. J'ai fait beaucoup de compétitions entre elles pendant des années, de l'ultra. J'ai été professionnelle en VTT. Puis parallèle à ça, j'ai toujours eu une passion pour le corps humain. Donc, mes études ont toujours été centrées sur la performance de la physiologie, le diagnostic des blessures, la raison des blessures, la biomécanique, le mouvement, comment optimiser le mouvement pour une meilleure économie pour plusieurs sports. Donc, je suis consultante et j'enseigne beaucoup au niveau orthopédique, en clinique orthopédique, pour des physiothérapeutes, pour des kinés, comme on dit en France, mais pour sport spécifique. Puis je travaille beaucoup avec athlètes professionnels et équipes professionnelles comme le PSG. Puis quand je travaille avec ces équipes-là ou les athlètes, c'est parce qu'il y a un problème. Je viens pour résoudre le problème, trouver la raison, soit de la blessure, soit qu'il y a une limite au niveau du potentiel. Okay. Donc, je fais de la recherche aussi au niveau tissulaire et de la physiologie pour la NASA, le centre spatial. Et donc, tu prépares, pour la NASA, tu prépares les astronautes ou suite à des blessures, c'est dans quel cadre tu les aides ? Ce qu'on fait, c'est que je fais de la recherche. On sert les astronautes, c'est des cobayes. Puis on essaie de comprendre mieux le corps humain pour pouvoir envoyer les astronautes de retour vers la Lune et vers Mars, passer plus de temps en espace. Donc, ce qu'on fait, c'est un peu comme travailler avec un athlète. On optimise l'astronaute à tous les niveaux, au niveau cellulaire.
puis énormément au niveau tissulaire pour avoir moins de dégénération en espace. Donc, ça, c'est vraiment global, là, c'est très spécifique, mais c'est au niveau physiologique, biologique, enzymique et tissulaire avec lequel je travaille. Ouais. Excellent. Et donc, toi, tu as fait finalement de tes passions un métier. Tu l'as pas dit dans ta présentation, mais tu étais championne du monde de VTT, notamment. Tu as fait beaucoup de podiums en trail. Et en fait, tu commences ton livre Sans limite en parlant de la passion. Donc toi, tu as excellé en sport et tu t'es spécialisé là-dedans pour tes études. Tu vois, on parle souvent de performance, de succès, et tu commences ton livre en disant faut d'abord trouver sa passion finalement et avoir de l'intention dans ses projets. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, tu dis donc très souvent le succès vient avec la passion, et pour la passion, nous savons que nous aimons ce que nous faisons quand nous pouvons le faire seuls. Cette phrase m'a marqué. Je trouve que c'est un bon moyen, tu vois, pour nos auditeurs de savoir s'ils sont vraiment passionnés par ce qu'on fait. Toi, est-ce que tu as déjà vu des athlètes de haut niveau qui n'étaient pas passionnés, tu vois, par leur activité, par leur sport? Oui, j'en ai rencontré. Okay. J'en ai rencontré parce que je le mentionne aussi dans le livre, c'est que c'est important d'être passionné, mais on fait tout, on fait partie du sport pour des raisons différentes. Il y en a, c'est une raison de survie. Il y en a, c'est une raison, c'est l'ego. On a tous un ego, mais c'est un ego. Il y en a, c'est pour se prouver quelque chose. Oui, puis il y en a, il y a plusieurs athlètes, même professionnels, qui sont là. Ils se poussent, mais ils ont oublié l'intention. Ils sont très bons à focaliser, à se concentrer. C'est ça qui forme aussi des champions. Mais souvent, quand on oublie la passion, c'est là qu'il y a des gros problèmes au niveau mental, au niveau de la santé mentale, puis au niveau des blessures aussi. Donc, malheureusement, c'est un fait, oui. Ok, c'est quand ils basculent en fait dans juste l'exécution quotidien de leur sport. Ça devient automate, ils se sentent. Puis il y en a plusieurs aussi qui n'ont rien d'autre que le sport. Okay. Donc ça arrive souvent après l'entraînement, après comme 10 ans de compétition internationale ou 5 ans de compétition internationale, la passion est terminée. Ils n'ont plus le goût, ils n'ont plus de motivation, mais ils ont tellement peur de terminer leur carrière parce qu'il n'y a rien après. Ils n'ont pas d'études, ils n'ont pas de... Et il y a beaucoup de personnalités aussi, même on le voit entre elles, des gens qui veulent performer, mais qui n'ont aucune émotion autour de la raison pourquoi je m'entraîne. Puis encore, ils n'ont pas de passion. T'sais. Il y a plusieurs coureurs qui disent « j'aime pas m'entraîner ». Ah oui, ok. J'aime pas courir. J'aime pas m'entraîner, mais je le fais parce que je dois le faire si je veux performer. Puis ça, je l'entends. Okay. C'est un petit pourcentage, mais je mentirais de dire que ça n'existe pas. Ok, c'est faux. Ouais. Donc, avant de faire du trail, peut-être se poser la question si on aime courir déjà en montagne et d'apprécier en fait d'être sur des sentiers, quoi, tout simplement. Mais regarde, je veux dire, on regarde par exemple l'UTMB, la moitié des gens qui s'inscrivent à l'UTMB ne terminent pas. Puis une grosse partie, c'est qu'ils ne sont pas assez entraînés. Mais pourquoi tu t'es pas assez entraîné? Mais souvent, les gens n'ont pas le goût de partir, n'ont pas la motivation de se lever. Fait qu'indirectement aussi, c'est un bon exemple que si on s'inscrit pour un 170 km, il faut vraiment mettre le temps. Il faut mettre le volume, il faut mettre l'intensité, il faut vraiment être dévoué. Fait qu'indirectement, c'est un exemple aussi. C'est quand on s'entraîne bien, OK, il y a beaucoup d'éléments, mais ça, on a besoin de stratégie pour pouvoir passer à travers 2 jours de compétition ou au moins 30 heures. Mais c'est ça aussi, c'est qu'il faut mettre le temps. Et souvent, tu penses que les personnes, tu vois, qui abandonnent sur le TMB, qui aiment en fait finalement pas assez sortir, ils le font pour des mauvaises raisons, parce que c'est une mode ou parce que ils veulent, tu vois, décrocher ce fameux titre de coureur de TMB. Tu penses que c'est des mauvaises raisons d'ailleurs? Je veux pas juger les gens. Mais ce que je vois beaucoup, puis je l'en discute, quand j'enseigne des stages, quand je fais des conférences et tout, c'est que je dis toujours, c'est mieux de commencer avec une petite distance. En ce moment, c'est la mode, les ultras. Mais ça ne devrait pas être une mode. Je veux dire, il faut être entraîné pour faire un ultra. Je connais même des élites qui ont pris 2-3 ans avant de faire une longue distance. Okay. Comme moi, j'ai commencé avec des 25, des 37, des 38, après ça du 42. Je veux dire, j'ai vraiment évolué. Mon objectif était toujours d'optimiser mon entraînement,
courir le moins, marcher moins, courir plus, puis après ça, progresser. Fait que je pense que c'est plutôt ça, t'as raison, c'est une mode en ce moment de faire des ultras, mais c'est pas pour tout le monde. Oui, je veux dire, c'est vraiment, tu sais, il y a ce sentiment qu'on croise la ligne d'arrivée, que waouh, je viens de courir ou je viens de marcher l'UTMB, mais le problème, c'est que il y a beaucoup d'effets secondaires si on n'est pas bien entraîné. Puis souvent, ce qui se passe, c'est que, tu sais, au niveau digestion, au niveau de blessure, c'est un manque d'expérience. Ouais. Tu sais, c'est uniquement ça. Fait que si c'était bien entraîné, bien ressourcé, avec des gens de qualité autour d'eux pour les aider à progresser, à être capable de franchir la ligne d'arrivée, qui est plus important que d'être à la ligne de départ, il y aurait beaucoup moins de DNF. C'est des projets. En fait, c'est plus un projet de long terme presque qui se construit pour toi. D'ailleurs, tu le dis dans le livre, si on se fixe des objectifs comme ça, il faut penser à long terme. Peut-être qu'un projet type UTMB ou Ultra Trail, en fait, se construit sur plusieurs années, peut-être. Totalement. Avant de se lancer dedans, quoi. Surtout pour des gens comme moi, j'encourage tellement les gens à courir, à faire du trail. Tu sais, c'est tellement un beau sport. Mais on n'est pas, je dis toujours, c'est mieux de courir plus souvent, mais moins de volume. C'est comme ça aussi qu'on construit un athlète d'endurance. Puis c'est la même chose aussi avec le niveau. C'est très à la mode de s'entraîner avec les zones cardiaques, de pas déposer. C'est comme si dépasser zone 1 ou zone 2, on va franchir, on va tomber du précipice. Mais la réalité, c'est que les athlètes qui doivent vraiment s'entraîner avec les zones, c'est plutôt les athlètes professionnels. Ils doivent passer plus de temps. Ils doivent faire des entraînements à basse intensité, mais quand on est débutant, juste marcher en montée, on est dans zone 3, zone 4. Donc, il faut vraiment pousser les efforts pour améliorer les capacités à tous les niveaux de la physiologie, circulatoire, cardiovasculaire, musculaire. Je veux dire, c'est très important de pousser les efforts. Puis il y a ça aussi, c'est il y a beaucoup de marcheurs, mais il n'y a pas beaucoup de coureurs. Moi, j'aime bien enseigner les gens à soyez un coureur avant d'être marcheur. En trail, notamment en montagne, essayer de plus courir que de marcher vite, quoi. Oui, puis il faut s'entraîner pour ça. Tu sais, des fois, c'est mieux de faire des répétitions verticales comme on fait sur la piste, mais le faire en montée, tu sais, se prendre comme 50, 70 mètres, puis faire des répétitions, tu sais, de plus haute intensité, au lieu de passer juste son temps à marcher puis faire beaucoup de dénivelé. C'est juste des exemples que je donne en ce moment. Mais c'est vraiment important pour les débutants, puis ceux qui veulent faire de l'ultra, de vraiment bâtir de la force, du pouvoir. Puis c'est ça qui donne de l'endurance, parce que la distance devient l'intensité. Ok. Et notamment, on va parler de neuroplasticité. En fait, de ce que je comprends dans ton livre, c'est que ça se bâtit aussi avec finalement l'entraînement. Et toi, tu me parles moins de force mentale, tu n'aimes pas trop ce terme-là, tu parles plus d'élasticité mentale. J'aimerais bien qu'on simplifie un peu comment notre cerveau fonctionne. Il y a 3 parties que j'ai identifiées, que tu avais mentionnées. Hein, c'est la partie colocataire, professeur et ordinateur. Ce n'est pas les termes scientifiques, hein, je précise, mais c'est plus pour que les gens comprennent ce que c'est. Est-ce que tu vas nous expliquer ce que sont ces 3 parties et comment ça peut agir sur une épreuve d'endurance? Oui, puis c'est ça aussi, même dans mon livre, je ne rentre pas dans les gros termes techniques parce que c'est pas l'objectif, mais tout se passe dans le cerveau. Donc, il y a une raison pourquoi, quand les gens disent « crois en toi » ou « sois fort mentalement », c'est très abstrait. Fait qu'on donne pas... moi, quand les gens me disent « Ah, tu dois être tellement forte pour avoir accompli ce que tu as fait », je suis là « Non, j'ai juste travaillé super fort. » C'est uniquement ça. Tu sais, je suis sortie quand il pleuvait, quand il faisait froid, quand il faisait chaud, quand il y avait de la neige. Tu sais, je veux dire, c'est... Mais ça, c'est dû... comment... la physiologie du corps fonctionne et la physiologie débute dans le cerveau et non dans les muscles. Fait que la mémoire musculaire, ça, c'est vieille école. Ça n'existe plus au niveau... Tu sais, on a franchi une autre étape au niveau de la physiologie humaine, de la performance humaine. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus du cerveau. Okay. La neuroplasticité, c'est vraiment comment le cerveau va toujours s'adapter à nos habitudes. Okay. Donc, la meilleure exemple que je peux donner, c'est que si vous n'avez jamais parlé l'allemand puis vous voulez apprendre l'allemand,
vous comprenez rien, puis c'est très difficile au début parce que le cerveau n'est pas connecté pour comprendre cette langue-là. C'est comme apprendre le piano ou le violoncelle, c'est très difficile. Il faut construire la physiologie du cerveau pour être capable de jouer cet instrument ou d'apprendre une nouvelle langue. C'est la même chose avec l'entraînement. OK. Donc, la réalité, c'est que quand on commence à skier, puis on n'a jamais skié, c'est très difficile parce qu'on n'a pas les neurones, les motoneurones, parce qu'on n'a jamais skié avant. Il faut les construire. OK. Donc, on construit les neurones et les motoneurones du cerveau. Plus on pratique quelque chose, plus le cerveau va avoir de la mémoire, plus ces neurones-là vont devenir spécifiques. Et c'est comme ça qu'on passe d'apprendre. Après ça, on n'a plus besoin d'y penser. On a l'équilibre. On peut avancer plus vite. Après ça, on peut performer. Après ça, on ne pense pas à la technique, penser à l'escalade. Après ça, on peut grimper de plus en plus vite. Et la réalité avec le cerveau, c'est la répétition. OK. C'est pour ça aussi même au niveau physiologique, c'est mieux de s'entraîner plus souvent, s'entraîner 4 fois par semaine et non 2 fois par semaine. Et c'est pour ça aussi que le cross-training, c'est pas la meilleure chose si on veut performer dans un sport. Okay. C'est bien de faire de plusieurs sports, mais plus tu vas répéter le même mouvement, plus le cerveau va se rappeler de ce mouvement-là. D'accord. Donc, par exemple, quand on dit pour la course à pied, tu peux faire du vélo pour compenser, ça, c'est complètement faux, en fait. Oui, c'est bien. Comme moi, je veux dire, j'adore plein de sports. J'ai fait de la compète de VTT et du trail en même temps, mais je passais autant de temps à m'entraîner en vélo qu'en course à pied. Oui, d'accord, OK. Cross-training, mais en fait, tu fais à fond chaque sport. Mais ça, c'est au niveau professionnel, tu sais, au niveau de l'entraînement professionnel. Mais pour les gens de tous les jours, moi, je dis toujours la même chose. Je dis, tu veux faire un ultra, il faut que tu te focalises sur tes entraînements de trail puis de course sur route, tout ce que je te donne. Mais oui, je t'arrête pas de faire du vélo, tout ça, mais c'est pas tes entraînements de vélo. C'est en plus. Qui vont... Oui, c'est plutôt... Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, Michael Phelps, j'adore, tu sais, il s'entraînait. Vous connaissez tout Michael Phelps, le nageur qui a gagné, je crois, je me souviens plus, mais c'est quoi, 32 médailles olympiques ou 28 médailles olympiques? En tout cas, c'est beaucoup. Mais lui, il avait un petit vélo, mais souvent, il sortait en vélo juste parce qu'il avait besoin de relaxer. OK. Puis, il n'avait pas le temps de faire aucun sport. Mais le vélo, c'était au niveau mental. Il voulait juste revenir, rester à l'extérieur parce que sa tête était toujours dans la piscine. Mais c'est le meilleur exemple, c'est ça. On fait d'autres sports pour d'autres raisons. Mais quand on veut performer dans un sport spécifique comme le trail, il faut vraiment focaliser sur la course à pied. Et ça, c'est un mythe. C'est un mythe de penser que faire d'autres sports, c'est très important pour performer en un sport. On développe pas d'autres compétences, on développe pas les mêmes compétences en course à pied grâce au vélo. C'est pas vrai, quoi. En fait, c'est juste. Moi, je dis toujours que le VTT m'a aidé à avoir beaucoup de pouvoir, puis l'entraînement en trail et en course à pied m'a énormément développé un gros cardio. OK. Mais je m'entraînais beaucoup pour les deux. Mais la réalité, c'est que pour les gens de tous les jours, ou même si vous êtes à un haut niveau, ce qui est important, c'est que le mouvement, la mécanique. Fait que le mouvement de la natation ou le mouvement du vélo est très différent que la course à pied. OK. Les triathlètes aussi, ils ne peuvent pas négliger un sport. Il faut qu'ils s'entraînent dans les 3 sports. Ouais, de manière identique, quoi. Exactement. Donc, je dis toujours aux trailers, faites de la qualité 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine, mais allez faire du vélo, tu sais, allez à la piscine, vous entraîner, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, mais c'est à part. OK. Et donc, on construit des neurones. Donc, par exemple, tu prenais l'exemple de l'allemand ou du piano. En fait, quand on ne connaît pas, on construit des neurones. Et ces neurones-là, j'imagine qu'il faut les entretenir et donc répéter. Et ensuite, on va à chaque fois augmenter la quantité de neurones dès qu'on progresse, c'est ça? Oui, ce qui se fait, c'est qu'on... la raison du mot neuroplasticité, c'est que le cerveau est comme une boule de plastique qui est constamment qui change de forme. Physiquement, le cerveau est toujours en reconstruction. Comme on dit en anglais, remodeling, remodeler. Remodeler. Oui. Et même, en ce moment, vous écoutez le podcast, si vous apprenez certaines choses, votre cerveau sera différent à la fin du podcast. Et la raison, c'est qu'on est toujours en train de créer des nouveaux neurones quand on apprend quelque chose, autant au niveau intellectuel, créatif ou physique, comme au niveau sportif. Donc, mais c'est la spécificité aussi. Si vous courez beaucoup, mais vous portez aucune attention sur votre cadence et sur votre économie, la qualité de votre mécanique,
Mais là, le cerveau va se souvenir de votre mauvaise mécanique. OK. Fait que c'est pour ça, quand vous commencez à travailler votre cadence, c'est très difficile parce que vous ne l'avez jamais pratiqué avant. Là, vous créez des nouveaux neurones qui remodèlent votre cerveau avec une nouvelle mécanique. Et cette adaptation-là de nouvelles neurones prend environ 2 mois, des fois jusqu'à 6 mois. Mais il faut être cohérent. Il faut faire ça 4 fois par semaine minimum. Fait que le cerveau, j'appelle le cerveau comme une personne très égocentrique. Si vous lui donnez pas l'attention, il ne se souviendra pas de ce que vous avez fait. OK. Donc, c'est vraiment les habitudes, c'est comment vous bougez, comment vous entraînez, l'intensité. Tout ça est très important parce que le cerveau se rappelle uniquement de ce que vous faites et non de vos intentions. OK. Donc, ouais, vraiment faire les mouvements. C'est intéressant parce que tu vois, au ski, j'avais pris, je pense, une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence des mauvais gestes. Et c'est vrai qu'après, quand tu essayes de changer ça, c'est très difficile. Alors, tu y arrives avec de l'entraînement, mais je pense que c'est ce que tu dis, c'est que le cerveau, en fait, se remodélise. Je sais pas si c'est le terme en français, mais... Ouais, c'est pour ça que j'emploie toujours l'anglicisme. En anglais, ouais, c'est plus simple. Mais tu sais, pour donner un autre exemple aussi, c'est pour ça aussi que je dis toujours aux trailers, si vous écoutez en ce moment puis vous entraînez, c'est bon comme 2 fois par semaine, quand vous sortez courir, on va dire pour 1 heure, à toutes les 4 minutes, pour 1 minute, vous pensez à garder un rythme constant ou focaliser sur la cadence ou vous repoussez les coudes vers l'arrière. Donc, c'est bon d'intégrer dans vos entraînements cardio de focaliser sur de la technique. OK. Également. Et se concentrer que là-dessus sur une séance? Ouais. Enfin, sur plusieurs séances, je veux dire. Ouais. OK. Tu parles aussi de colocataire. Alors, colocataire, si j'essaie d'expliquer simplement, c'est une voix, en fait, une petite voix interne qui nous parle pendant des efforts. La raison pourquoi je parle du colocataire quand je parle du cerveau, c'est qu'il y a une partie du cerveau qui n'est pas physique, mais qui est tout au niveau des émotions. OK. Donc, pour vous donner un bon exemple, qu'on comprend tout, on a toutes des doutes, on a toutes des peurs. Pensez votre première compétition, vous vous réveillez le matin, même la veille, tu sais, vous avez des doutes. Est-ce que je me suis assez entraînée? Vous voyez des gens passer à côté de vous qui ont l'air plus en forme. Ah, je ne suis pas assez préparée. Ou vous commencez à vous douter. Ça, c'est normal. Mais le problème, c'est pour ça que je l'identifie comme un colocataire, c'est toutes vos pensées négatives. Et ça peut être positif aussi. C'est une personne qui vit... Notre cerveau est fait comme un appartement. On a différentes salles et différentes pièces. Merci. Et on doit apprendre à fermer la porte. Parce que le colocataire, c'est la petite voix qui essaie de vous influencer. Mais c'est pas une réalité. C'est pas juste une insécurité, c'est vraiment une partie du cerveau qui essaie de vous convaincre de pas faire quelque chose. OK. C'est comme, elle essaie de vous protéger, mais en ce moment, ça crée des limites. Et malheureusement, on parle beaucoup de cette voix-là comme si on doit y porter attention, comme du self-talk, tu sais. J'ai pas peur. Oui, j'ai peur en ce moment, mais il faut que je me dise que j'ai pas peur. Non, il faut se dire, non, ça, c'est pas une réalité. C'est une partie de mon cerveau qui essaie de m'arrêter avec mes objectifs, qui essaie de changer mon tempérament. Donc, c'est ça qui est important, c'est de comprendre que cette voix-là, plus on va écouter cette voix-là, plus elle va rester et plus elle va nous influencer. Okay. Fait que le plus important, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans le livre, c'est de comprendre que c'est normal parce que ça fait partie de notre cerveau, mais il faut apprendre à fermer la porte, à ne pas être influencé par le colocataire. OK. Et concrètement, alors je vais te prendre un exemple, puisque j'ai un cas, la semaine dernière, j'ai fait de l'alpinisme, j'ai fait mon premier sommet. Ouais. Et tu vois, j'ai la peur du vide. Ouais. Et en arrivant presque en haut du sommet, là, je regarde en bas et je me dis, waouh, c'est quand même très haut, quoi. Et je me suis arrêté un peu avant le sommet. Bon, ma copine a terminé. Et tu vois, est-ce que c'est ce colocataire-là à qui j'aurais dû dire... En fait, à qui j'aurais dû fermer la porte, en fait. Mais la réalité, est-ce que tu sais que il y a énormément d'alpinistes et de grimpeurs qui ont la peur du vide? OK, je ne savais pas du tout. Je pensais que tout le monde était à l'aise. Non, pas tout le monde. Mais le plus important, c'est de focaliser sur la technique. Tu sais, le plus important, c'est de ne pas tomber. Oui. C'est pas d'avoir peur. Fait qu'on se dit, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment focaliser sur mes doigts, mes mains, mes prises. Je vais regarder, je vais prendre ça étape par étape. Je vais pas regarder à l'arrière, je vais pas regarder au sommet, je vais rester concentré, focalisé. C'est ça qu'il faut faire. Il faut focaliser sur que dois-je faire pour arriver à la ligne d'arrivée, pour arriver à mon sommet. Et ça, on oublie les peurs. Au lieu de focaliser, j'ai peur, je regarde toujours vers l'arrière. C'est comme je dis toujours aux coureurs, quand il vous reste 1 ou 2 kilomètres, regardez jamais vers l'arrière, regardez vers la ligne d'arrivée, focalisez à mettre
toute votre énergie, à vider votre moteur. Servez-vous de toute l'énergie. Comme ça, vous n'avez pas besoin de regarder en arrière parce que vous donnez à 200% parce que c'est terminé. Jusqu'au bout. Ouais, fait que ton exemple, c'est vraiment un bon exemple. C'est de focaliser sur que dois-je faire. C'est la même chose à l'entraînement. Vous avez peur de ne pas réussir. Faites une liste. Que dois-je faire pour être à mon maximum? Que dois-je apprendre? Que dois-je améliorer? Comment je peux arriver à mon objectif? Plus sur ce qu'on... En fait, se concentrer plus sur ce qu'on peut faire, en fait, concrètement. Ouais. Que d'aller se faire paralyser par des pensées négatives, quoi, c'est ça? Exactement. Et ce qui est très important, c'est qu'on parle beaucoup de croire en soi. Mhm. Mais le plus important, c'est d'avoir confiance. Et la confiance, on le construit à l'entraînement. On peut s'asseoir sur notre sofa en regardant la télé, les Olympiques, puis se dire « Ah, je crois en moi, je vais aller faire, tu sais, je suis tellement inspirée. » Mais ça, c'est abstrait. Fait que moi, je dis toujours, même dans mon livre, je parle presque pas de croire en nous parce que je donne les clés, les éléments pour avoir une grande confiance. Et la confiance vient avec l'expérience. Donc, on va dire que moi, j'ai peur de courir. Juste un exemple. J'ai peur de m'inscrire à un trail parce que j'aime pas courir la nuit, parce que je suis pas bonne techniquement et j'ai peur de tomber, puis c'est là que je vais ralentir. Mais mon entraîneur m'a dit, Chloé, essaie de sortir 2 fois par semaine quand il fait noir. Fais juste sortir 45-50 minutes avec ta lame frontale, mais habitue-toi. Puis essaie de garder un rythme que tu ralentis pas. Va toujours sur le même sentier. Après ça, devient meilleure technique. Après ça, essaie d'augmenter un petit peu ton rythme. Fait que là, à la fin de 2 mois, je deviens de plus en plus confiante parce que oui, je l'ai fait. Okay. Fait que là, quand l'UTMB arrive, je me dis, ben Chloé, fais-toi-en pas. Tu sais, ça fait 6 mois que tu t'entraînes régulièrement quand il fait noir. Fait que là, j'ai plus une peur de tomber. Ce qu'il faut que je fasse, par exemple, c'est vraiment me concentrer. OK. Il faut quand même que, il faut que vraiment que je regarde 1 ou 2 mètres vers l'avant, mais je peux garder un bon rythme. Puis c'est ça qui est important. On crée une confiance à l'entraînement, mais il faut savoir comment s'entraîner. Et ouais, il faut savoir comment s'entraîner. OK, et donc ça, donc aller chercher des experts dans les domaines pour essayer de progresser. Et en fait, tout ça, ça réduit la peur le jour J, quoi. Oui, puis c'est aussi savoir comment. On n'a pas nécessairement besoin d'experts, on a besoin de comprendre. Il faut être très créatif avec l'entraînement. Fait qu'on regarde le profil de la compète, puis on regarde aussi qu'est-ce que j'ai peur. Ah, ben il y a tellement de montées, je suis pas bonne en montée. Ben pourquoi tu n'es pas bonne en montée? Il faut juste que tu t'entraînes plus en montée. Il faut que tu fasses des verticales. C'est ça aussi, de regarder nos faiblesses. Les plus grands, comme là, j'étais aux Olympiques, je veux dire, ils ont tous des doutes. La plupart ne croient pas en eux parce qu'il y a tellement de doutes, il y a tellement de peur. Pensez-y, c'est les Olympiques, c'est seulement à tous les 4 ans. Puis un athlète de haut niveau, c'est gagner une médaille d'or ou une médaille aux Olympiques ou gagner les championnats du monde ou être sur le podium, c'est les championnats du monde. Mais ça n'arrive pas souvent dans une carrière. Fait qu'il y a énormément de doutes. Puis après ça, on voit tous les athlètes à côté de nous. C'est comme, elle a l'air beaucoup plus fit. Regarde son entraînement. Elle a fait ci, moi, je fais pas ça. Fait que ça crée à tous les niveaux. C'est pas juste les gens de tous les jours. Okay. Mais la différence, c'est qu'à un très haut niveau, on passe énormément de temps sur tous les détails. Tous les détails. Mais vous faites la même chose. C'est ça que je parle beaucoup dans Sans Limite. Il y a tellement de bonnes choses qu'on peut progresser, qu'on peut performer. Puis au niveau mental, c'est la même chose. Vous faites une liste de toutes vos faiblesses, de votre petite voix. Qu'est-ce que votre colocataire vous dit? Après ça, vous écrivez comment je peux éliminer cette voie-là? Que dois-je faire? Mais là, je vous ai donné un exemple. J'ai peur de courir la nuit. J'ai pas peur, mais je vous donne un exemple. Oui, pour les visiteurs, oui. Oui, comme je suis pas bonne en descente. Pourquoi tu n'es pas bonne en descente? Est-ce que tu te pratiques à faire des intervalles en descente? C'est sortir une fois par semaine dans des circuits très techniques. C'est la répétition. Puis c'est ça. Là, le cerveau crée des nouvelles neurones. Fait que vous avez plus de coordination, plus de stabilité au niveau du pied. Quand vous allez faire une compète qui est très technique, votre cerveau va engager toute la chaîne musculaire qui vraiment stabilise le bas de la jambe puis du pied parce que vous l'avez déjà fait. Vous voyez, mais ça sépare du cerveau parce que vous avez toutes les neurones qui coordonnent les muscles du pied puis du bas de la jambe qui sont très importants en descente technique. Ok, donc ça se passe beaucoup dans le cerveau. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça peut s'appliquer à plein de domaines. Alors toi, tu fais beaucoup de conférences, mais tu vois, je pense notamment aux personnes qui ont peur de faire des présentations orales ou d'aller parler devant le public. En fait, tout ça, finalement, c'est des peurs qui peuvent se réduire en travaillant, en faisant des entraînements autour de tout ça, quoi. Ben moi, j'étais très gênée quand j'étais jeune.
T'avais peur de parler à l'oral? Ah oui, oui. Ouais, ok. Moi, là, à l'école, j'étais très gênée. En sport, ça allait. Puis même début vingtaine et tout, à l'université, quand il fallait faire des présentations, tu sais, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça, c'était vraiment moi. Ok. Tu sais, puis en ce moment, c'est ça, je fais beaucoup de keynote, tu sais, de keynote presentation, je fais beaucoup de conférences, j'enseigne au niveau orthopédique. Puis maintenant, j'aime ça, j'aime partager. Tu sais, c'est ça. Avant, j'aurais jamais fait un podcast, tu sais, Ouais, j'aurais eu mais peur, tu sais. c'est marrant parce que c'est vrai qu'on te voit partout et on se dit, Chloé a toujours été à l'aise, tu vois, à l'oral. En Non, fait, pas du tout. ton cerveau, tu l'as entraîné, enfin, t'as créé des nouveaux neurones pour... Oui, mais j'ai gagné de la confiance aussi dans mon matériel. C'est ça la différence. Hmm. C'est qu'avant, tu sais, il fallait juste parler. Oui. Mais après ça, tu sais, c'est ça, c'est avec le sport, mes connaissances, avec le temps. Puis, tu sais, c'est pas... Oui, quand je parle devant, tu sais, 10 000 personnes, ou, tu sais, j'ai fait beaucoup de présentations pour le comité olympique. Tu sais, au début, c'était vraiment, tu sais, quand dans les plus grands sportifs, tu sais, je veux dire, mais je me prépare super bien pour avoir plus de confiance. Tu sais, c'est ça aussi, il faut pas... Moi, je dis toujours que les gens qui ont peur, tu sais, j'ai peur de prendre l'avion. J'ai peur des foules, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Mais ils se limitent. Tu sais, si j'avais eu peur de déménager 3 fois dans des continents différents, dans des pays différents, de rentrer à l'université sans vraiment maîtriser la langue anglophone, maintenant je travaille presque toujours en anglais, j'aurais rien accompli de ce que j'ai accompli. C'est normal d'avoir peur, mais il faut franchir cette zone-là. Il faut juste vraiment porter l'attention sur que dois-je développer pour plus avoir peur. Et comment on peut prendre ton cas, comment tu as fait pour basculer justement de l'état de j'ai peur, par exemple, d'aller partir dans le Canada anglophone, hein, c'était ça quand t'es partie étudiante. Tu vois, il y a plein de monde en fait qui vont jamais basculer et faire ce pas-là. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, tu vois, pour aller se lancer ce fameux défi Ben, le plus important, tu vois, c'est la passion. Comme moi, tu sais, j'ai grandi à Montréal et tout, puis j'étais un peu perdue. Tu sais, on est jeune, on sait pas ce qu'on veut et tout, mais j'étais très attirée vers l'Ouest canadien, les Rocheuses et tout. Fait que je me suis dit, ben, je vais partir sans vraiment penser à la grosse... tu sais, je savais pas vraiment si qu'est-ce que je voulais dans ma vie, mais je me suis dit, j'aimerais vraiment aller dans l'Ouest. Pourquoi je vais pas à l'université dans l'Ouest? Puis, mais le problème, c'est que je parlais pas vraiment anglais. Puis il fallait que je passe un examen en anglais pour... J'étais acceptée à l'université, mais il fallait que... Fait que je me suis dit, je vais partir 6 mois avant, je vais faire du ski alpi, je vais courir, je vais faire du vélo, je vais rencontrer des gens. Puis c'est ça, j'ai suivi ma passion. Puis automatiquement, quand tu es dans un environnement anglophone, que personne parle français, mais j'ai appris la langue rapidement, mais c'était difficile parce que faire des études quand tu maîtrises pas la langue, quand c'est un monde scientifique très technique, oui, ça a été difficile, mais j'ai travaillé excessivement fort. Ok. En fait, tu t'es lancé à un moment, on va dire, il y a eu un petit côté insouciant, tu t'es dit, allez, j'y vais, et puis en pratiquant et en me mettant directement dans le... Oui, puis j'ai pas eu la peur, tu sais, c'est ça la différence, c'est que moi, j'aime les challenges. J'aime la créativité, puis j'aime les challenges. C'est ça qui m'inspire dans la vie. Fait que quand j'ai un appel pour travailler, on va dire, avec un athlète, comme un JP Motor Rider, tu sais, c'est comme la Formule 1 pour les... tu sais, un des meilleurs sur le circuit mondial en ce moment. Oui, j'ai jamais travaillé avec ce type d'athlète-là, mais je comprends tellement bien la mécanique de vélo. Je comprends le sport. Je comprenais sa blessure et tout, mais c'était tellement un défi. C'était un nouveau sport, c'était un nouvel environnement. Puis le gars et son équipe étaient très motivés de travailler avec moi, fait que j'aurais pu dire non parce que j'ai pas l'expérience, mais j'étais là, oui, Chloé, tu as l'expérience. Il faut juste que tu travailles vraiment avec son équipe pour comprendre mieux comment il s'entraîne, comment le sport, au niveau de la vélocité, au niveau des forgés avec le vélo et tout. Fait que j'ai appris ça, mais ça m'a ouvert dans un autre monde. Puis en ce moment, c'est un contrat que j'ai qui est vraiment génial, tu sais. Mais c'est une bonne façon aussi d'évoluer. En fait, toi, j'ai l'impression que tu apprends tout au long de ta vie, tu crées des neurones constamment. Et dans ton livre, il y a un moment où tu écris « Il n'y a pas d'âge », tu sais, entre guillemets. Ouais. Et à un moment, il était admis que le cerveau, à partir de 25 ans, il dégénérait, enfin, façon de parler, tu vois, qu'en gros, il perdait en capacité. En fait, bon, je pense que c'est pas vrai ce point-là. Et de ce que je comprends de ce que tu expliques, c'est qu'en fait, si on apprend des nouvelles choses, le cerveau continue de grandir, quoi. Totalement. Vous savez, une des meilleures choses, c'est lire, hein, pour le cerveau, parce qu'on apprend toujours. Hein. Oui, si vous faites juste lire la fantaisie, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour votre cerveau, mais apprendre et évoluer, oui, totalement. On peut apprendre un sport quand on a 40 ans. On peut apprendre une nouvelle langue quand on a 50 ans.
Puis, mais c'est ça, c'est que la meilleure chose, c'est d'apprendre et de progresser pour le cerveau. Et ça, c'est la longévité aussi pour le cerveau. Mhm. C'est au niveau de la mémoire, au niveau des réflexes, au niveau de... Et juste au niveau de la jeunesse, tu sais, ça garde notre cerveau très... avec constamment en production, constamment en génération. Quand on apprend puis qu'on travaille très fort sur quelque chose, sur un projet, qu'on est créatif dans notre projet, qu'on pense vraiment à nos entraînements, qu'on lit beaucoup par rapport à nos passions pour évoluer, au niveau de l'oxygénation du cerveau, c'est un peu comme au niveau du cardio. Tu sais, je veux dire, on a un potentiel beaucoup plus élevé, on est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus... oui, on a beaucoup plus de capacité à être focalisé, à être concentré. Fait que même des gens au niveau intellectuel qui sont très évolués au niveau business, qui rentrent dans le sport, souvent, c'est plus facile pour eux de se concentrer parce qu'ils le font déjà au niveau du travail. T'as vu ça toi en Oui, entraînant? oui. Okay. Puis je le vois autour de moi. Tu sais, je le vois aussi avec les athlètes professionnels. La raison pourquoi les athlètes professionnels, c'est une de leurs très grandes qualités, c'est au niveau de la concentration, au niveau de la résilience et de la persévérance. Et c'est la même chose au niveau de quelqu'un qui a sa propre business, qui doit travailler très, très fort, de longues journées. Comme des fois, moi, mes journées, tu sais, j'ai l'énergie de 12 heures, mais je me réveille le matin, j'ai de l'énergie. Parce que ça fait partie de ma vie. Je sais, mais je dois me coucher très tôt, tu sais, j'ai quand même besoin de mon sommeil. Bien sûr. Mais mon cerveau est capable de prendre cette capacité-là. Mais il faut l'entraîner. Tu sais, quand c'est la même chose, tu sais, quand tu te concentres à faire des entraînements de répétition, après ça, tu travailles ta technique. Après ça, tu vas au gym. Après ça, tu fais un entraînement de longue distance. Tu sais, ta journée est longue. Hein? C'est très longue. Ouais. Mais il faut aussi écouter les entraîneurs. Il faut écouter ton physio. Il faut écouter, tu sais, il y en a plusieurs qui ont leur spécialiste au niveau mental, au niveau psychologique. Ils font tous leurs exercices émotionnels et mentaux avant de se coucher, tu sais, quand ils se lèvent le matin. Fait qu'ils ont un niveau de concentration et de résilience et persévérer qui est très différente que la masse des athlètes d'endurance n'ont pas nécessairement. Ouais. Mais on peut tous le développer. C'est que leur cerveau est développé à cette capacité. Ça, c'est intéressant, tu vois, parce que parfois, on a du mal à s'identifier à des athlètes de trop haut niveau. Quand je regardais là, les JO, je me disais, oui, mais ça, c'est un peu des extraterrestres, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant que tu dises que tout le monde, finalement, à son niveau, peut travailler tout ça, quoi. Parce qu'on a un peu l'impression parfois qu'ils sont nés, tu vois, avec un don. Et puis c'est plus le contraire. Hein? Ouais. La plupart des grands sportifs viennent de milieux très difficiles. Mais c'est ça, ils ont appris à persévérer. Ils ont sorti de la misère. Il y en a qui viennent de milieux défavorisés. C'est pas les plus grands talentueux. Hein? La plupart, tu sais, il y a beaucoup d'athlètes qui sont très talentueux, mais ils n'ont pas la capacité à persévérer, à s'entraîner fort, à être cohérent ou d'écouter les autres. Parce qu'un athlète, il faut que tu écoutes. Comme moi, ce que j'adore, c'est que quand je travaille, quand je suis amenée à travailler avec un athlète, il y a toujours une équipe. Fait que je fais partie d'une équipe. Puis, on joue tout un rôle très important. Puis moi, quand j'arrive, souvent, mon rôle est de travailler avec tout le monde. Avec le physio, avec l'entraîneur, avec le médecin, avec l'athlète et tout. Mais c'est ça, on travaille ensemble. Mais il faut quand même, tu sais, ça... Tu peux pas arriver avec ton ego. Bien sûr. Il faut que tu apprennes à écouter. Fait qu'un athlète, c'est écouter tout le monde. Que dois-je faire? Fait que ça, déjà, c'est un niveau au niveau émotionnel. Puis au niveau maturité, c'est très important. Être capable de prendre du feedback et de savoir se faire accompagner, finalement. Oui, mais tu écoutes les athlètes professionnels, la première chose qu'ils disent, c'est « je veux remercier mon équipe ». C'est vrai. C'est vrai. Puis tu n'entends pas les entraîneurs dire « mon athlète ». Entre elles, on entend souvent ça, c'est mon athlète, mon athlète, mon athlète. Moi, je travaille pas, j'ai pas de mes athlètes. Je travaille des équipes puis des athlètes. Je fais partie d'un environnement. D'un écosystème, ouais. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, les plus grands athlètes dans leur sport, ils remercient souvent leur entourage. En fait, ils ont conscience que le staff qu'ils ont autour d'eux joue énormément. C'est peut-être ce qui fait la différence aussi avec des athlètes qui sont plus tu vois, au milieu de tableau ou en fin de tableau, quoi. Parce que la réalité, c'est qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Comme moi, ça fait 30 ans maintenant que je fais ce que je fais. J'apprends encore, mais je veux dire, je pense que j'étais quand même
bien dans ce que je faisais mes premières 10 années, même si j'apprenais toujours. Mais moi, j'ai voulu toujours progresser et apprendre. Fait que j'ai toujours beaucoup lu, toujours pris de l'éducation continue et je voulais toujours rester loin de toutes les modes. Et je voulais pas être une personne... c'est ça, je voulais évoluer, je voulais vraiment innover. C'est ça que je veux faire encore, mais la réalité, c'est qu'il faut travailler, il faut être très ouvert d'esprit. Puis il faut rester loin de tout ce qui est très général, global. Et malheureusement, dans le trail, on voit beaucoup de ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées du trail, fait qu'ils décident d'être entraîneurs, mais ils n'ont aucune connaissance. Où il y a beaucoup de... Tu sais, je parle contre personne, mais ça veut pas dire que tu es élite, tu es un trailer élite, que tu sais comment entraîner. Oui, Puis regarde au niveau professionnel. Presque Martin Fourcade est le premier de dire que je serais le pire entraîneur. Parce que moi, j'ai su performer, mais tout ce que j'ai acquis, c'est à cause de mon équipe professionnelle autour de moi. C'est pas parce que tu es un bon technicien que tu sais transmettre et faire progresser quelqu'un. Non, je suis bon technicien parce que j'avais un bon entraîneur technicien. J'avais un bon cardio parce que j'avais un bon entraîneur qui connaissait très bien la physiologie. J'avais un physio qui m'a gardé éloigné des blessures. Tu sais, c'est ça que dans le monde de l'endurance, puis je le vois aussi parce que je travaille beaucoup avec... en anglais, on dit ocean rowing, avec des gens qui vont traverser l'Atlantique et le Pacifique en ramant. OK. L'aviron, en français? Ben oui, mais c'est pas l'aviron traditionnel olympique, c'est plutôt... pour traverser des océans, d'accord, OK. Oui, c'est un autre bateau. Ocean rowing, OK. ouais. Fait que c'est comme le trail de longue distance, c'est comme le vélo de longue distance, il y a moins de spécialistes. OK. Puis ça, je vise personne. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on a beaucoup de gens qui vous disent quoi faire sur les réseaux sociaux et avec les livres, mais ils ne sont pas spécialistes. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est pour ça que je suis très impliquée. À part mon travail professionnel, je m'implique énormément dans le trail, dans ma communauté à Chamonix, même toujours aux États-Unis, au Canada, puis j'ai toujours fait dans tout où j'ai habité parce que j'essaie de transmettre ces connaissances-là. Moi, ce que j'aime, c'est de donner des notions à l'athlète. Quand je dis l'athlète, c'est de tout niveau, pour qu'il puisse avoir de l'indépendance et savoir quoi faire et le pourquoi. Fait que quand quelqu'un vous dit quelque chose, est-ce qu'il vous dit pourquoi faire ça? Comme moi, je dis toujours aux gens, c'est important dès le début de pousser vos efforts. Mais j'explique le pourquoi. Ouais, c'est très juste, tu vois, le nombre d'injonctions ou de faux conseils ou de conseils qu'on voit sur Instagram passer. Alors moi, j'ai plus que ça maintenant parce que je me suis mis au trail, alors t'imagines bien que j'ai que ça dans mon fil d'actualité. Mais il faut faire attention à ça, quoi, et plutôt se tourner vers des vrais experts comme toi pour progresser, quoi. Oui, puis je pense que c'est important, c'est regarder autour de vous. Tu sais, même chose, quand vous voulez un nouveau entraîneur, allez pas directement sur la personne qui vous est suggérée. Vous pouvez demander à cet entraîneur-là qui vous entraînez. Est-ce que vous avez entraîné quelqu'un qui a fait l'UTMB? Qui? Est-ce qu'ils ont vraiment progressé? Vous pouvez même parler à cette personne-là. Est-ce que c'est une personne qui a une spécialité, un sport spécifique ou non, vous voulez pas vous entraîner avec une personne qui fait des entraînements pour le vélo, pour la course à pied, pour la natation. Tu sais, je veux dire, vous voulez un entraîneur spécifique. Et est-ce que cet entraîneur-là fait aussi de la compétition? Moi, je dis toujours, c'est bon d'avoir un entraîneur qui fait pas de compétition. Tu sais, quand tu es entraîneur, c'est mieux d'être entraîneur. Comme moi, quand je faisais beaucoup de compétitions, j'ai jamais voulu être entraîneur, mais j'ai pris mes niveaux d'entraînement au Canada parce que c'est de très haut niveau. Ça m'a pris 5 ans à avoir mon niveau national. Fait que j'ai travaillé avec des entraîneurs qui m'ont évolué et tout ça, qui m'ont évalué. Je veux dire, pas évolué. Évolué, oui. Évalué. Mais c'est parce que je voulais vraiment comprendre l'entraînement et la physiologie. Pour toi, en tant qu'athlète? Pour moi, j'ai pris énormément de cours comme ça. Mais tu sais, j'ai pris le bon entraînement, comme j'étais un entraîneur au niveau national. J'ai pas pris un petit cours de week-end. Oui, c'est pas en 3 jours que... C'est pas online, c'est vraiment apprendre. T'sais, un entraîneur, c'est quelqu'un qui va vous regarder courir, qui va aller sur les sentiers avec vous, qui va vraiment comprendre la mécanique, qui va vous expliquer c'est quoi l'économie, qui va vous expliquer comment réduire les risques de blessures, vraiment comment progresser avec des objectifs à chaque mois. OK. Mais pour revenir au cerveau, pour tout ça, ce qui est important, c'est d'avoir des intentions. C'est pourquoi vous voulez un entraîneur? Pourquoi vous voulez vous entraîner? C'est quoi votre raison? Fait qu'essayez de me décrire comme toi, par exemple, si je te demandais en une phrase, c'est quoi ton intention de faire un trail? C'est une bonne question. C'est de courir en nature déjà, parce que j'aime ça, courir en forêt, et ensuite...
de voir si je suis capable de courir en montée. Tu vois, ça peut paraître bête, mais c'est vrai que c'est pas facile pour le faire maintenant. Tu vois, voir si je suis capable de tenir en fait jusqu'au bout et d'aller au bout d'une course quoi, en montagne. Quoi. Puis après ça, ce qui est important, c'est que dois-je faire pour me rendre là? Fait que l'intention de savoir aussi, comme là, tu m'as dit le pourquoi. Mhm. Là, c'est que dois-je faire? Fait que c'est là que vous regardez, c'est là qu'on a besoin de ressources. Parce que, comme tu me dis, tu veux apprendre à courir en montée. Mhm. Fait que les intentions aussi, c'est de regarder que dois-je faire, qui dois-je amener dans mon équipe, et je dois m'entraîner à ça. OK. Fait que c'est vraiment... Puis, ce qui est important aussi, c'est quand on commence à s'entraîner, il faut de la cohérence pour le cerveau et pour le cardio et pour les muscles et pour tout. Donc, il faut se lever le matin. Il faut incorporer nos entraînements dans nos rythmes de vie. Donc, c'est bon de regarder, OK, par exemple, j'ai des enfants. Donc, je dois me lever à 5 heures pour m'entraîner parce que je vais revenir pour leur faire le petit déjeuner. Si je planifie pas ça, c'est facile de procrastiner. Exactement. J'ai pas le temps. Tout le monde me dit qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je travaille énormément d'heures, mais je m'entraîne énormément. Mais je le mets dans mon rythme de vie. Premièrement, j'aime ça. C'est comme manger pour moi. L'entraînement, pendant des décennies, c'est comme manger, me coucher, me lever. Mais ça ne veut pas dire que j'ai toujours le goût. Mais ça, c'est la motivation. La motivation, c'est quand tu te lèves, tu n'as pas le goût, mais tu le fais. Ça fait parce que tu as une intention. Fait que tout ça fait partie du cheminement. Et là, on change aussi la neuroplasticité du cerveau parce que quand on a une intention, on sait pourquoi on fait les choses. Fait que même si j'ai pas le goût certains matins, là, comme là, je reviens des Olympiques, j'ai travaillé tout l'été, Ouais, t'es fatigué. j'ai beaucoup voyagé, fait que je suis fatiguée, là. Fait que quand mon cadran, je te remercie d'être là, alors. Quand je me lève à 5 heures le matin, d'habitude, j'ai aucun problème. Mais là, je me dis, je vais me sentir mieux quand je vais revenir à la maison. Puis c'est une fatigue mentale, c'est pas une fatigue physique. Ok, intéressant. Donc en fait, tu te dis que c'est ton cerveau qui te dit ça, mais Oui. que finalement tu peux encore, Oui. encore faire des choses, quoi. Oui, puis de toute façon, je me dis, j'aime ça. Fait que là, de la minute que je suis levée, tu sais, vous le savez, de la minute qu'on est dehors, on se sent bien. Moi, j'adore le matin, il n'y a personne sur les sentiers, tu sais, je veux dire, surtout, il fait super chaud en ce moment, fait qu'il fait plus frais et tout. Mais c'est ça, la motivation, c'est une action. Fait que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le goût, que vous n'avez pas de motivation. C'est le contraire. Si vous n'avez pas le goût, mais vous le faites quand même. Puis ça, c'est de la motivation. Fait que les intentions, c'est important. Puis là, quand vous arrivez à la compétition, puis c'est super difficile, vous n'êtes pas dans votre jour J, puis il fait très chaud, puis vous avez mal aux jambes, mais là, vous rappelez que tous les dimanches, puis tous les mardis et jeudi matin que vous êtes levé, que vous étiez éloigné des enfants, de votre partenaire, de votre copine ou quoi que ce soit, mais là, je dois finir. Parce que j'ai travaillé très fort. Fait que c'est comme ça aussi de se rappeler de ce qu'on a fait et de tous les gens autour de nous qui nous ont supportés ou qui ont souffert parce qu'on n'était pas à la maison. Puis ça fait partie du processus émotionnel qui nous permet aussi de franchir la ligne d'arrivée, de passer à travers ce qui est très difficile parce qu'on l'a fait à l'entraînement, vous voyez? Puis c'est comme ça aussi qu'on forge un mindset d'Olympien, comme en ce moment, je me sers de ça parce qu'on a eu les Olympiques, mais pas nécessairement de champion, mais c'est de persévérer puis de vraiment faire ce qu'on doit faire pour arriver à notre objectif. De faire le job, quoi, quelque part. Oui, puis quand on a fait tout ce qu'on devait faire durant l'entraînement, durant la compétition, on se dit « OK, c'est dur en ce moment, mais j'ai fait ça pendant 8 mois. » Mais si on ne l'a pas fait pendant 8 mois, là, c'est dur durant la compétition, puis là, on lâche. Il faut faire le travail de toute façon, quoi. Ça c'est irremplaçable. Exactement, puis il faut sortir quand il fait chaud, quand il fait froid. Il faut sortir quand on n'a pas le goût, il faut sortir quand les semaines qu'on sent moins bien. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est que la résilience, moi, je trouve que ça, c'est 2 mots. Résilience et persévérance, c'est 2 mots que les gens, comme pensez en ce moment, avant que je donne la réponse, c'est quoi pour vous résilience et c'est quoi pour vous persévérance? Parce que résilience, c'est d'être capable de persévérer quand c'est très difficile. C'est de passer à travers un obstacle. Vous avez eu une blessure, vous n'avez pas lâché, vous avez fait toute la rééducation. Ou c'est 2 semaines que vous vous sentez vraiment pas bien, ou vous avez des problèmes à la maison, ou vous avez des problèmes au travail, mais vous ne laissez pas ça influencer votre entraînement. Ou vous entraînez dans un milieu comme à Chamonix, tout est raide. C'est très difficile de s'entraîner ici parce qu'on sent toujours que tout est difficile. Ou vous êtes en montagne, vous habitez dans une région plutôt plate, vallonnée, mais qui fait très, très chaud. Fait que c'est ça. Même si c'est très difficile, vous continuez.
Persévérer, c'est ce qu'on a parlé au début du podcast, c'est être capable de se concentrer pendant des heures et des heures, comme pendant une ultra. Puis de pas sortir de sa bulle, puis d'être influencé par l'extérieur. De pas être influencé pendant que vous entraînez de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que vous avez un entraîneur qui sait de quoi il parle. Fait que vous n'allez pas être influencé de tout ce qui se passe. Vous n'allez pas être influencé de ce que vos copains vont amener comme nourriture. Vous savez, vous restez dans votre bulle. Ça, c'est marrant que tu dis ça. C'est vrai que quand on est en groupe, souvent, on regarde ce que font les autres. Et on se dit, ah mince, moi, j'ai pas pris ça, donc ça va mal se passer pour moi. Alors que tu le fais pas normalement, mais le voir, tu te dis... Puis, tu sais, en compétition aussi, là, persévérer, c'est être capable de focaliser, comme on parlait tout à l'heure. OK, en ce moment, je veux pas tomber, fait que je vais me focaliser sur le terrain. Je vais focaliser sur mon propre rythme. Quelqu'un vient de me passer, mais j'irai pas plus vite parce que moi, j'ai une stratégie. Lui, peut-être qu'il n'y a pas de stratégie. Parce que mon entraîneur m'a dit de commencer lentement, après ça, d'être plus stable, après ça, de ralentir un peu, et après ça, si je me sens bien, de pousser plus. Fait que c'est toutes les stratégies. Tu sais, c'est ton hydratation, c'est de penser à je dois vraiment rentrer ça dans mon système, tous ces gels-là pendant 1 heure. Tu sais, je dois en rentrer 2. Je dois m'hydrater constamment. Tu sais, c'est de vraiment... Ça, c'est vraiment de la concentration. C'est hyper intéressant. Tu vois, je fais le parallèle. Sur le sport, on comprend bien, tu vois, l'hydratation et tout ça, mais même pour les gens qui travaillent en entreprise et qui restent assis 8 heures, 10 heures sur une chaise, se lever, aller boire un verre d'eau, faire une petite balade de manière régulière permet aussi d'être endurant, finalement, dans sa journée de travail, quoi. Comme moi, au travail, quelque chose que je fais, que j'ai appris énormément ça de mes entraînements, c'est que mon travail est très multidimensionnel. Fait que, je fais des présentations, j'écris, je fais de la recherche, j'évalue, je travaille, mon travail avec orthopédique avec les athlètes ou quoi que ce soit, c'est très créatif aussi, ça change toujours. Tu écris aussi? Ouais, fait que le matin, ce que je fais, c'est que j'organise ma journée avec des heures. Fait qu'on va dire que j'ai une grosse journée, mais je dois écrire un article. Je me donne, on va dire, 90 minutes que mon article avec 6000 mots doit être écrit. Fait que je dois me concentrer parce que j'ai juste 1h30 à me concentrer sur l'article. Mais je pourrais perdre mon temps tout mon matin à écrire l'article sans me concentrer. Tu pourrais passer 4 heures en fait en écrivant de temps en temps ou en vivotant, façon de parler. Mais Fait que là, j'ai pas le choix. Là, je me focalise. Puis c'est ça que j'essaie aussi de passer beaucoup quand je fais des présentations à des étudiants. C'est la première chose que je leur parle, c'est la concentration, c'est une compétence. C'est la même chose entre elles. T'sais, pourquoi on tombe? Moi, je sais quand je tombe, c'est parce que je suis pas concentrée. T'sais. Je regarde les oiseaux, ou c'est bon de regarder les oiseaux, mais vous comprenez. Il faut apprendre à se concentrer. Puis des fois, c'est bon de partir puis s'entraîner puis de pas trop penser. Mais ça, c'est différent. Vous voyez? En trail, c'est plus difficile à faire que sur route quand même. Oui, puis c'est pour ça aussi qu'il y a des fois, je fais toujours 1 ou 2 entraînements sur la route la semaine. C'est pour ça aussi, c'est pour relâcher. J'ai pas besoin, mais tu sais, mais je travaille vraiment ma vitesse, tu sais. Mais ça fait du bien. Le changement fait du bien. Puis c'est bien aussi de pas trop se concentrer. Mais la réalité, c'est qu'en tant qu'athlète, il faut se concentrer. Fait que si vous voulez progresser, vous performez. Quand je dis performer, c'est progresser. Puis quand vous faites du trail, ben il faut se concentrer. Tu sais, on n'a pas le choix. Mais c'est pas juste se concentrer pour pas tomber. C'est concentrer. Tu sais, si ton rythme change toujours ou si on commence trop vite, ben ça, c'est foutu, tu sais, c'est pas des bonnes stratégies. Fait que c'est d'avoir nos stratégies, on sait à quoi penser pendant la compète, puis c'est comme ça aussi qu'on arrive à la ligne d'arrivée. Tu sais, il faut se souvenir, c'est pas d'être à la ligne de départ qui est important, c'est de franchir la ligne d'arrivée. C'est vrai, ouais. Donc en fait, avoir un rythme constant, mais suffisamment élevé qu'on peut tenir en fait jusqu'au bout, au lieu de partir trop vite. Et en fait, finalement, de pas arriver au bout, quoi. Oui, puis c'est aussi, tu sais, quand il fait super chaud, notre effort perçu est très élevé, fait que c'est de ralentir un peu. Puis les montées, c'est l'économie. Puis quand on commence à être fatigué, c'est raccourcir la cadence, mais avoir les jambes plus rapides. Quand on fait en vélo, on va dans le petit plateau quand c'est très raide. Tu sais, on fait la même chose en vélo. Quand on se sent bien, c'est pas de trop accélérer parce que là, on va dépenser de l'énergie qu'on va avoir de besoin. Fait que ça, c'est toutes des choses qu'on met en place à l'entraînement, que moi, je valorise beaucoup quand je travaille avec des athlètes. Ça, c'est quelque chose avec les trailers que j'entraîne, certains trailers élites, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. Ouais, puis la technique, comment descendre, comment monter, pour vraiment optimiser
optimiser les capacités, l'oxygénation des jambes et l'économie en adaptant la technique, tout dépendant du terrain. Ok. Et je voulais revenir sur un point. Tu as dit ça avant. Tu vois que même les plus grands athlètes ont des doutes ou en tout cas des insécurités. Tu parles de ça aussi dans le livre. C'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que les grands champions ont zéro doute et que en fait tout, enfin qu'ils ont en fait comment dire, cette qualité d'avoir une énorme confiance en eux et de ne pas douter justement. Toi, quelle est ta perception de ça, vu que tu en côtoies quand même beaucoup et comment on peut gérer justement quand on commence à douter et quand on a justement le colocataire ou la voix qui nous dit qu'en fait on n'est pas assez bon ou tu vois. Ben regardez, je vais donner 2 exemples français très connus. C'est Florent Manodou, le nageur français, et Teddy Riner. C'est 2 athlètes dans leur trentaine qui sont revenus à leurs Olympiques, 4e Olympique, et que ça a été très difficile pour eux les 4 dernières années parce que probablement toutes les 2 avaient des blessures. Puis ils ont une longévité, ils ont de la pression parce qu'ils ont déjà gagné des médailles olympiques. Donc l'effort qu'ils ont dû mettre pour être où ils sont, tu sais, comme Teddy j'ai pas travaillé avec Teddy, mais tu sais, je connais bien son équipe. Il y a eu énormément de problèmes, une blessure au genou et tout. Fait qu'il était même limité dans sa préparation les 2 premières années. Tu sais, je veux dire, on a juste eu 3 ans entre les derniers Olympiques. On n'a pas eu 4 ans parce que les Olympiques étaient en 2021. Ouais. Donc, même chose, Florent Manodou s'est recréé. Il a énormément changé de la façon qu'il s'entraînait. Il a fait beaucoup plus de musculation puis il a perdu du poids aussi. Fait qu'il était beaucoup plus fit, mais le travail qu'il a dû mettre pour faire juste une course de 50 mètres, c'est une course de 50 mètres. Tu sais, je veux dire, c'est... Les athlètes de haut niveau, 50% du temps, ils se sentent vraiment pas bien, ils sont pas à leur forme. Là, vous les voyez à leur forme maximale. Leur corps avait pas cette allure-là les 3 dernières années. Ils n'ont pas pu s'entraîner à ce niveau-là pendant 3 dernières années. Léo Marchand, il y a 6 semaines, ses dernières compétitions, il était même pas au niveau qu'il était en ce moment. Ah oui. Oui, parce qu'aux États-Unis, les piscines sont beaucoup plus courtes. Où ils s'entraînent, c'est en yards et non en mètres. OK. Puis, ils font le NCAA, c'est universitaire. C'est le circuit universitaire qui est plutôt dans la piscine beaucoup plus courte. Fait que tu fais beaucoup de virages, tu fais beaucoup plus de virages. C'est pour ça qu'il est tellement bon aussi avec les virages. J'ai passé énormément de temps ensemble. Il y a un des meilleurs entraîneurs aussi, ce qui fait une grosse différence. Mais la réalité, c'est que comme Léon Marchand a une grande confiance en ses entraîneurs, son entraîneur français puis son entraîneur américain. Mais il savait aussi que pour bien performer aux Olympiques, il ne fallait pas qu'il performe bien à la fin mai puis au début juin. Puisque la plupart des gens font, quand ils se sentent, quand ils commencent à avoir un doute, dans mon livre, je parle à l'insécurité de l'athlète, ils commencent à s'entraîner plus fort, à faire plus de volume. C'est vrai. Par peur. Oui. Mais ce que Teddy, puis ce que Léon ont fait au mois de juillet avant les Olympiques, les semaines avant les Olympiques, c'est qu'ils ont vraiment réduit le volume et ils ont fait de la qualité. Fait que c'est là qu'ils ont optimisé leur vitesse, optimisé leur forme. Mais la réalité, c'est que ces athlètes-là ne sont pas toujours à 100%. Donc, il faut avoir une grosse confiance en son équipe, puis avoir une grande confiance en ses capacités. Comme Léon, la première chose qu'il a dit dans une de ses premières entrevues, quand il a gagné le 4x100 mètres, c'est qu'il a dit « J'avais une grande confiance que je pouvais rattraper dû à mes coulées parce que je me suis tellement entraînée en petite piscine. » Fait qu'on a vraiment, tu sais, au niveau de mes coulées, j'étais prêt. Puis j'ai vraiment progressé les derniers mois vu que je me suis entraînée en plus grande piscine. Mais aussi, ça m'a permis d'évoluer sur plus grande piscine parce que je ne me suis pas entraînée en plus grande piscine. Je m'entraînais sur une plus petite piscine. T'sais, fait qu'il y a toujours un côté négatif et positif de l'entraînement, mais il faut passer des périodes. Mais là aussi, il est arrivé quand même assez frais sur grande piscine. Fait qu'il n'était pas surentraîné, mais il n'était pas sous-entraîné. Fait que ce que vous devez vous rappeler ici, c'est que c'est vos objectifs de l'entraînement. Qu'est-ce que je fais à mon entraînement? C'est le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi. Chaque jour, vous devez avoir un objectif positif qui va vous amener à remonter votre confiance
pour votre prochaine compète. OK. Donc Puis, ouais, avoir un objectif précis pour chaque... oui, puis chaque mois, puis c'est exactement ça. Tu sais, les athlètes de haut niveau, eux, il faut qu'il y ait une grande confiance parce que c'est très rare durant l'année qu'ils se sentent à 100%. OK. Mais t'en parles aussi, mais l'importance du repos dans tout ça. Toi, tu as, alors j'ai pas compté, mais j'ai l'impression que tu as 25 activités en parallèle. Tu arrives à te reposer avec tout ça ou comment tu gères ton emploi du temps? Parce que... Ouais, ben la récupération, c'est pas le temps que tu passes à récupérer, c'est la qualité. Puis moi, j'ai appris ça. J'étais ma pire ennemie pendant des années, surtout, tu sais, je veux dire, athlète de très haut niveau, plus ma business. Je veux dire, mon heure du temps est très intense. Mais ce que j'ai appris, c'est ça. C'est que comme moi, j'ai besoin de relaxer le soir. À un certain heure, j'ai arrêté de travailler. Comme mon premier livre, je travaillais des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Mon OK. deuxième livre, ben, je me suis dit, j'arrête d'écrire à 11 heures le soir. Tu Hmm. sais. Fait que... Puis aussi, j'ai appris également à prioriser ce que j'aime. OK. Fait que comment j'aime relaxer. C'est pas juste... des fois, je me sens mieux de travailler 1 heure de plus, mais après ça, je peux relaxer un peu plus parce que je me sens bien, j'ai accompli ce que je devais accomplir. OK, je comprends. Ouais, puis des fois aussi, j'aime mieux avoir juste une bonne journée de congé que 3 journées de congé, mais je sens que je devrais travailler. Oui. Je Fait que comprends. c'est très individuel. Fait que moi, j'ai trouvé une façon que je récupère vraiment bien, mais ce que je fais, c'est que moi, je me couche très tôt. Mhm. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Puis je récupère très bien, même quand je m'entraînais à très haut niveau pour 2 sports. Tu sais, c'était rare que je n'étais pas au lit passé 9 heures. Mhm. Fait que, tu sais, ma vie sociale, j'ai jamais été le genre de fille, de femme qui sortait manger à 21 heures, qui me Oui. couchait très tard, tu sais, mais c'est pas ça que je voulais de toute façon. Puis quand je le fais là, mais je l'apprécie. Comme aux Olympiques, souvent, moi, je me couchais pas avant minuit. Mhm. Mais ça va sur une courte durée. Tu sais, mais là, je le sens, mais on était sur l'adrénaline de toute façon, tu sais. Des fois, on revenait du Stade de France, on partait de là, il était 23 heures, tu Ah sais, oui, je oui. veux dire. Mais tu ferais pas toute l'année, effectivement. Non, Ouais, puis tu sais, on ouais. se levait à 4 heures le matin, même les athlètes, tu sais. Je veux dire, les athlètes avec lesquels on travaillait, des fois, ils dormaient uniquement 5 heures. Mais Oh. Mais ça, c'est différent. C'est comme le Tour de France, tu sais, je veux dire, des fois, c'est ça, il faut te préparer pour ça. Mais penser à la qualité de la récupération. Comme moi, j'ai toujours priorisé la nourriture. Quand je mange quoi, je mange avant, durant, après l'entraînement, le soir. Je sais qu'il faut que je mange très tôt parce que je veux bien récupérer, bien m'hydrater avant de me coucher. Pas digérer pendant la nuit et tout ça. Ouais, puis j'arrête de manger. Je veux pas manger tard parce que je veux arrêter ma digestion pendant environ 10 heures. Comme ça, je récupère mieux le lendemain matin. Donc, c'est tous des petits détails au niveau de l'hydratation, la nutrition, au niveau du sommeil, au niveau... Puis mon cerveau aussi, comme... Je suis une personne très intellectuelle, j'aime lire. Tu sais, mon travail est très intellectuel. Fait que le soir, des fois, tu sais, je me dis, OK, ce soir, je vais regarder une série sur Netflix pendant 1 heure et demie juste pour relaxer. Ouais, bien sûr. Tu sais, comme on dit en anglais, shut off my brain. Ouais, Parce que bien sinon, sûr. je lirais pendant 2-3 heures, mais je sais aussi que j'ai besoin de relaxer. De couper, quoi. Ouais, ouais. Mais ouais, sommeil, nutrition. Mais c'est marrant parce que, bon, en sport, évidemment, il n'y a pas de débat. Quand tu fais du sport, tu comprends vite que le sommeil et la nutrition, c'est essentiel. Mais dans la vie de tous les jours, de toute façon, c'est vrai que tu vois des différences quand tu as une vie, on va dire, équilibrée. Alors, pas équilibrée, c'est toujours personnel et c'est individuel, mais c'est vrai que ça joue énormément. Je vois que le temps a filé, Chloé. Tu m'avais dit 1 heure, on est en train de dépasser. Ça va, on peut faire un petit peu plus. On peut faire un peu plus, ok. Ouais. Parce qu'on n'a pas parlé de l'effort perçu. Oui, c'est ça. Sur la partie alors effort perçu, je voulais parler de ça avec toi, l'effort perçu, parce que tu vois, j'ai un exemple sur les marathons, c'est ce que je connais un peu plus. Mais il arrive que, alors j'ai donné mon exemple, c'est pas pour parler de moi, mais c'est plus pour expliquer. Tu vois, au 37e, au 38e kilomètre, ça commence à être assez dur quand même. Et là, ton cerveau te dit ouais, tu peux ralentir, t'es dans ton objectif, c'est bon quoi. Au lieu de courir en 4,45 ou 4,40 minutes au kilomètre, tu vas passer en 5,30 en te disant bah là, de toute façon, même si je suis lent, c'est pas grave, jusqu'au bout, j'arriverai à atteindre mon objectif. Et cet effort perçu, en fait, on se dit on a mal, mais finalement, est-ce que c'est vrai ou tu vois, c'est le cerveau qui dit ça alors que c'est pas vrai quoi. Mais l'effort perçu, c'est très important ce que tu viens d'aborder parce que notre perception, c'est le miroir de ce qu'on fait de tous les jours. Donc, si on se pousse jamais, notre effort perçu va être très élevé.
tout ce qu'on fait va être difficile. Hmm. Fait que si c'était ton premier marathon, ton effort perçu, à un moment donné, c'est ça, tu as le goût de ralentir. Mais ce qui est important à l'entraînement, pas toujours, mais souvent, c'est de te dire, ça, c'est juste une perception. OK. Donc, ça, c'est une fatigue mentale et non physique. Fait que je vais vraiment pousser pour garder le même rythme. Là, après 1 kilomètre, tu te rends compte, oui, j'ai mal, c'est difficile, mais je ne ralentis pas dû à ma perception. Et ça, on le bâtit à l'entraînement. Comme je reviens à l'exemple, si votre entraîneur vous dit toujours de vous entraîner en zone 1, de jamais dépasser la zone 2, bien, votre perception de l'effort va toujours être la même. Oui, c'est vrai. Moi, je donne énormément d'entraînement de haute intensité, mais pas d'intensité anaérobique maximale en haut de 90%. Mais je travaille toujours avec 3 vitesses différentes. Fait que j'ai du modéré lent, du modéré élevé. Puis dans leur entraînement, des fois, je donne comme, par exemple, 10 minutes modéré, 5 minutes modéré élevé, qu'on pousse un peu plus le moteur. Après ça, on vient à modérer. Okay. Mais de vraiment travailler nos efforts, comme ça qu'on arrive, notre perception d'effort diminue. Et ça se passe au cerveau. Ça revient à ce que je disais, c'est l'expérience. Plus on fait quelque chose, plus ça devient la norme. Ça ne veut pas dire, mais là, ce qui se passe, c'est que quand vous poussez vos efforts, on devient de plus en plus fit. Mais ça ne veut pas dire que l'entraînement, c'est plus facile. Fait que ça veut dire que le meilleur marathonien au monde peut avoir la même sensation que toi au 38e kilomètre. Parce que c'est ça en marathon. Marathon, on commence à souffrir vers le 38e kilomètre. Ouais. Puis souvent, la course change les 2 derniers kilomètres. Ça a été la même chose dans le marathon des femmes aux Olympiques, samedi dernier. Donc, ça, ce qui est important, c'est de savoir que plus vous allez travailler vos efforts, plus votre perception va changer et plus vous allez être capable de pousser. En fait, OK, donc la douleur qu'on perçoit au 38e quand c'est les premiers marathons, ça, on peut apprendre à le dompter à l'entraînement parce qu'on le vit finalement régulièrement, quoi. C'est ça que tu veux? Oui, c'est comme plus on pousse nos efforts, plus on répète ce qu'on va faire en compétition, en entraînement. Plus à l'entraînement, en compétition, on va avoir la confiance que je l'ai déjà fait. Mais là, en compétition, on pousse plus l'effort. Fait qu'en compétition, celui qui va persévérer et celui qui va avoir plus de résilience pour moins ralentir, c'est lui qui va gagner. Même Usain Bolt, même s'il faisait du 100 mètres, comme j'écris dans mon livre, c'était pas le plus rapide au monde, c'est celui qui ralentissait le moins. Oui, c'est vrai, tu dis ça à un moment, c'est intéressant. Donc, en fait, c'est celui qui tenait la vitesse constante la plus élevée le plus longtemps possible. Mais c'est celui, il n'était pas le plus rapide des blocs. OK. Mais c'est lui qui gardait une vitesse constante le plus longtemps. Fait que là, tout le monde commençait à ralentir. Fait que là, tu le voyais, lui, il était capable, lui, il commençait à ralentir vers les 60 mètres, puis les autres commençaient à ralentir vers 30-40 mètres. Mais c'est la même chose dans un ultra, c'est la même chose en marathon. Ceux qui sont capables de garder un rythme constant, de pousser leur effort, même s'ils souffrent. Tu sais, on parle beaucoup en anglais comme de pain cave. Mais moi, je le vois plutôt comme pousser à travers notre perception. Parce qu'il y a 2 choses. C'est souvent, quand on a le goût d'arrêter, comme toi t'expliquais, c'est ta fatigue mentale qui veut te faire arrêter parce que tu as mal aux jambes. Mais quand tu fais juste focaliser sur tes jambes, OK, je n'arrêterai pas. Je vais continuer de mettre une jambe devant l'autre, mais je vais vraiment focaliser sur ce qui est devant moi, le prochain arbre, le prochain tournant, la prochaine voiture, la prochaine route, la prochaine montée, le prochain sommet. Au lieu de penser à la ligne d'arrivée, on arrive à la ligne d'arrivée. Mais il faut vraiment appliquer ça à l'entraînement. OK. C'est marrant parce que j'ai entendu une interview de Courtney Dauwalter qui dit ça sur le dernier TMBO, je ne sais plus quel cours, je vais peut-être me tromper, mais elle disait qu'en fait, à un moment, elle regardait juste un pas après l'autre. Ouais. Elle disait vraiment, je vais essayer juste de mettre un pas après l'autre, quoi. Oui, il ne faut pas penser au prochain ravitaillement, je vais arrêter 20 minutes. Non, c'est plutôt le contraire. Au ravitaillement, je vais prendre de ce que j'ai besoin, mais je vais continuer. Les athlètes de plus haut niveau, ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent aussi, mais à un plus haut niveau. Fait qu'il faut le mettre à notre niveau. Comme toi, ton 38 km, c'est normal. C'est normal qu'on a mal aux jambes après 38 km. Mais c'est te dire, je vais ralentir juste un peu, mais j'arrête pas. Il y en a, au niveau professionnel, qui vont augmenter la dose.
à Seine, c'est ça qu'elle a fait, la marathonneuse des Pays-Bas samedi matin. Si vous regardez la finale, c'est vraiment un bon exemple, la finale du marathon olympique féminine, elle a vraiment sprinté à la fin. Mais tout le monde souffrait. Mais elle s'est entraînée aussi à courir super vite à la fin de ses entraînements. Quand elle était dans le mal, justement, enfin que c'était plus dur, quoi. Oui, comme moi, je dis toujours, je dis à toutes les athlètes avec qui je travaille, c'est très important, à peu près 3 fois par semaine, que vous faites à la fin de vos entraînements, même de longue distance, vous poussez vos efforts de modéré élevé plus rapidement. Et ça déclenche aussi, ça déclenche de l'oxygénation, de la force, du pouvoir au niveau des jambes, qui nous aide aussi à maintenir un rythme beaucoup plus long. Comme en ultra, en 13, qu'on a besoin, numéro 1, on a besoin de la puissance et du pouvoir. C'est pas de l'endurance. On a besoin de ça et on bâtit l'endurance à travers notre puissance et notre... Tu sais, les coureurs de Tour de France, ils font énormément de puissance et de pouvoir. C'est alors que c'est des longues distances, mais ils font on a besoin des watts. On a besoin des watts. Ouais. Les watts, c'est super important. C'est ça qui nous amène. On a 2 choses. On n'a pas juste le cardio. Le cardio, on parle beaucoup du cardio parce qu'on est à la donnée. C'est la mode. Mais on ne peut pas évoluer aussi facilement les watts en course à pied qu'on le fait en vélo. Mais c'est très, très important. On n'en parle presque jamais. Oui, c'est vrai. Mais la montée, on a besoin des watts. On a besoin des watts excentriques dans la descente pour les quadriceps et les mollets. On a besoin des watts dans la chaîne postérieure pour la montée. On a besoin des watts du haut du corps, savoir comment servir des bâtons. Tu sais. C'est vrai que les watts, on entend beaucoup à vélo, mais en course à pied, je n'ai jamais entendu. Enfin, en trail, je n'ai jamais Je pense que je suis une des seules. Ouais, okay. Puis ça paraît logique maintenant que tu le dis. Oui, ben c'est ça. Moi, je me suis toujours entraînée comme ça. C'est comme ça que j'entraîne tout le monde. J'en parle dans mes livres. Puis c'est comme ça aussi, si vous venez à juste mes sorties sociales, comme avec Patagonia, à Chamonix et tout, je partage toujours des exemples d'entraînement, de sessions que vous pouvez faire à la maison. Tu sais, je fais ça avec vous sur les sentiers. Mais c'est pas compliqué. C'est pas de faire des sprints de 100 mètres sur la piste. C'est de vraiment pousser les efforts quand les pousser. Puis là, c'est là qu'on se rend compte comment d'énergie on fait. Puis souvent, ceux que j'entraîne, ceux qui sont autour de moi vont dire « Waouh, c'est vrai, j'aime ça même, ça me fait sentir mieux, ma cadence a monté, j'ai plus... » Oui, l'oxygénation des jambes, c'est le plus important entre elles. OK. C'est pas votre capacité VO2 max. OK. Et ça, c'est avec les répétitions qu'on le... C'est faire de la plus haute intensité, d'avoir une bonne mécanique. Parce que c'est les jambes... Tu sais, le cardio est super important. Mais si vous avez un super de bon cardio à courir le plat, mais vous faites jamais d'intervalle en montée ou en descente, puis si vous entraînez jamais à faire du plat après une grosse descente ou jamais du plat après une grosse montée, ou vous entraînez à faire des changements de tempo, puis c'est ça le trail. Il y a toujours des changements. Fait qu'il faut vraiment s'entraîner comme ça. Ça, je me dis, c'est vrai que tu arrives au bout d'une montée, il faut pouvoir relancer. Ça, c'est... Ouais. Comme moi, des fois, j'ai même des entraînements, même avec certains élites, je dis aujourd'hui, vous allez faire, comme on va dire, 20 répétitions, puis vous descendez pendant une demi-heure, puis après ça, vous faites du plat pendant 10 minutes. Après ça, on remonte, du plat pendant 10 minutes. Tu sais, je veux dire, c'est la créativité. La créativité de l'entraînement est très, très importante. Fait que c'est important de ne pas trop se fier aux plateformes générales. Oui. Parce que souvent, c'est ça. C'est pas dépasser une certaine zone, c'est de courir très lentement, c'est de marcher en montée. Et aussi, c'est une bonne façon de protéger le corps de blessures de surmenage. Parce que vous avez beaucoup plus de rigidité au niveau tendineux, au niveau des ligaments. Vous avez beaucoup plus de force au niveau du bas de la jambe et de la cheville. Fait que vous avez moins de chances à rouler la cheville parce que c'est pas la cheville qui est faible, c'est la motricité du pied, puis c'est la force du bas de la jambe qui vous fait rouler la cheville. Et fait que c'est, tu sais, en ce moment, on partage des exemples, mais c'est tout ça aussi qui vous forge un cerveau qui vous protège aussi de votre colocataire, tous vos colocataires, qui va vous faire persévérer, qui va vous donner de la résilience, va vous donner de la motivation à sortir quand vous n'avez pas le goût, parce que bien s'entraîner, vous sentez la progression. Puis la meilleure chose au monde, c'est se sentir progresser dans quelque chose. C'est vrai. Puis là, vous allez faire une compète, puis on ne peut jamais prévoir comment on va se sentir le jour J, mais vous avez tous les éléments. Puis si vous êtes bien entraîné, vous avez plein de stratégies qui vous permettent de franchir la ligne d'arrivée, quoi qu'il se passe entre le point A et le point B. Même si ce n'est pas une bonne journée, vous allez quand même terminer. Oui. Mais tu le racontes ça dans Sans Limite, sur le marathon des sables.
Bon, tu es toujours super entraîné, mais il me semble qu'il y en a un où ça a été un peu plus difficile pour toi. Alors je sais plus si c'est celui où tu es arrivé cinquième, mais en tout cas, tu racontes que même si ça a été très difficile pour toi, c'était la plus belle course que tu aies faite parce que tu as pu aller au bout finalement et tu étais mal physiquement. Ça, c'est à cause de la chaleur, je pense, mais tu étais mal. Mais vu que tu es arrivé au bout, tu étais super fier en fait. Ouais. Je crois que c'était à peu près ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, dans mes 5 marathons des sables, puis j'ai très bien fait, c'est celui que j'ai moins performé que c'est ça. C'est intéressant ça. Parce que j'ai tellement souffert. Mm. Puis j'avais un problème immunitaire, mon corps enflait. Tu sais, je veux dire, j'ai été très... comme j'explique, tous les gens dans ma tente et même l'organisation voulaient que je lâche, mais moi, je savais que je me mettais pas en danger. Tu sais, j'étais pas dans une situation que... Tu te connaissais. Oui, puis j'ai bien récupéré une nuit. Tu sais, j'avais fait de la haute fièvre et tout. Tu sais, je pouvais pas manger, m'hydrater. J'aurais arrêté. C'était comme ça durant la journée, mais j'ai récupéré la nuit. Puis quand je suis repartie le matin, tu sais, j'ai marché, puis j'ai rencontré plein de monde que j'aurais pas rencontré si j'avais couru. Mais avec la force, j'ai terminé beaucoup plus forte que le matin, mais juste savoir que, waouh, c'est tellement difficile. J'ai tellement souffert, mais j'ai persévéré. Pour moi, c'était comme, pourquoi je lâcherais avant même de la nuit? Pourquoi je lâcherais après la journée quand je peux récupérer cette nuit-là? Fait que j'ai gardé ma stratégie. J'ai pas écouté les autres, même les médecins, mais les médecins n'étaient pas dans mon corps, puis j'étais pas en danger. Je me mettrais jamais en danger. Donc, savoir s'écouter, ouais. Ouais, fait que le lendemain matin, je me suis dit, je vais partir, mais je vais vocaliser kilomètre à kilomètre. Puis quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, probablement, j'étais fière. Tu sais, j'étais fière d'avoir terminé. Tu sais, je m'en foutais. Je pourrais même pas dire c'était quoi mon rang cette année-là. La position, ça comptait pas, ouais. Mais c'est ça, j'ai persévéré, puis c'est vraiment un bon feeling. Puis c'est ça, j'étais fière, tu sais, j'étais là, waouh, tu sais, c'est pas le fait de... Tu sais, des fois, tu termines une compète, mais tu sens un vide après, t'as bien performé, mais tu sens un vide parce que les émotions étaient tellement élevées, puis là, les émotions sont parties. Là, c'était l'inverse. Okay. J'avais tellement d'émotions comme, waouh, j'ai terminé. Tu sais, j'en reviens pas que j'ai terminé, j'ai tellement souffert, tu sais, c'était tellement difficile. C'est hyper intéressant, t'as fait des meilleurs podiums ou positions, mais là, en fait, c'est la manière dont tu l'as fait qui a plus compté, quoi, finalement. Ouais. Puis c'est ça aussi, je veux dire... Cet hiver-là, j'avais accompli beaucoup. Je m'étais entraînée fort. J'avais fait une compétition en Alaska. J'avais beaucoup... Ouais, il y a beaucoup de choses que j'avais mis de côté. Tu sais, j'étais dans ma bulle. J'avais pas beaucoup vu mes amis. Tu sais, je veux dire, je m'étais entraînée. Je travaillais super fort. Fait que c'est ça aussi qui m'a fait franchir la ligne d'arrivée. Je me suis dit, je peux pas tout lâcher, là. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées de côté pour être ici. Puis, tu as pensé ça pendant la course? Ouais. Ouais, ok. Puis de toute façon, tu sais, je veux dire, même j'ai toujours eu des partenaires et tout, tu sais, je veux dire, c'est partir au Maroc quand tu habites au Canada, puis c'est une course d'une semaine, tu sais, je prenais 2 semaines de congé du travail et tout, tu sais, c'est... t'habitais encore au Canada quand tu as fait... Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est pas rien. Ok. Ouais. Écoute, on approche de la fin. Chloé, merci d'avoir partagé autant de connaissances. Franchement, c'est hyper intéressant. On pourrait parler encore des heures. Pour terminer l'épisode, j'ai pris l'habitude de poser 2 questions. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement, que tu connais ou pas, hein? Ben, la réalité, c'est que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui m'inspirent, mais c'est plutôt le type de personne. Donc, je pourrais dire des noms, mais vous ne les connaissez pas. Mais je vais terminer avec un nom que vous connaissez. Mais moi, ce qui m'inspire beaucoup des gens, c'est les gens qui travaillent très fort pour accomplir quelque chose, qui sont très comme des sportifs qui vont, après leur carrière de sportif, qui vont faire quelque chose de valorisant, de quelque chose, pas juste faire de l'argent puis être dans le business, mais comme Zinedine Zidane, après sa carrière, il a parti Zidane Club 5 en France. Puis c'est des clubs dans des clubs de foot. Oui, Aix-en-Provence, oui, je vois. Oui, dans des milieux même défavorisés, ouais. Pour amener les jeunes à être bien intégrés, bien formés, puis à leur donner de la confiance. Je ne savais pas qui faisait ça. Okay. Ouais, puis moi, c'est des choses comme ça que j'adore. Je me dis, quand on a une expertise, quand on a une voix, quand on est public, c'est important aussi de s'intégrer. Mais j'aime aussi des gens qui vont vraiment... c'est comme Bob Bowman, par exemple. C'était l'entraîneur de
Michael Phelps. Oui. C'est l'entraîneur de Léo Marchand. Oui. Moi, ce que j'adore de lui, c'est qu'il est très créatif dans ses entraînements, mais il n'est jamais sur les réseaux sociaux. Il est jamais, il est toujours dans l'ombre, mais il est tellement dévoué. Il entraîne, puis il va entraîner dans différentes universités. Comme là, il est parti de l'Arizona, il est rendu au Texas. Il entraîne différents clubs, mais il pousse la performance, puis mais il est toujours dans l'ombre, mais c'est un génie. Parler avec lui, c'est comme je veux juste... Mais il est tellement humble. Fait que des personnes qui vont être là pendant des décennies, qui sont très humbles, mais que personne connaît. Personne connaît l'entraîneur qui a entraîné Usain Bolt. Mais c'est la même chose. C'est des personnes géniales. Mais je vais aussi très regarder des gens qui sont très intelligents, qui font des choses incroyables, comme plusieurs personnes avec qui je travaille à la NASA. Mais qui font que la recherche qu'on fait une grosse différence dans votre vie de tous les jours, mais vous n'avez aucune idée. C'est clair, c'est vrai. Il y a plein de personnes qui ont de l'impact au niveau mondial, mais on ne le sait pas. Ouais, fait que c'est le genre de personnes que moi, qui m'inspire énormément. Qui t'inspire, ouais. Ok, excellent. Et la deuxième question, alors qui peut être un peu vague, mais de quoi rêves-tu maintenant? Ben moi, j'ai toujours besoin de défis. Donc, il y a plusieurs choses que j'ai fait cet été qu'il y a 1 an, je ne savais pas. Au niveau personnel, je veux accomplir quelque chose au niveau... je veux faire quelque chose l'an prochain, vers la fin de l'an prochain. Okay. J'ai des idées, je ne suis pas certaine encore, mais je veux me donner un défi que je veux prendre 1 an, puis me mettre à un niveau, défier ma longévité, puis être le plus fit que j'ai jamais été pour un événement spécifique. Donc, j'ai commencé à penser... Tu peux pas dire quel événement, mais... Non, je garde ça pour moi en ce moment. Excellent. Ouais, mais j'ai commencé à penser à ça cet hiver. Trop bien. Ça va être je pense une grosse année pour toi. Ça va être intéressant. Trop bien. Bah, écoute, pour conclure, je vous conseille très fortement de vous procurer Sans Limite, si on peut encore le trouver. Oui. Et franchement, c'est vraiment un game changer. Je trouve que le livre est ultra complet. Pour le trail, c'est plus spécifique pour ceux qui en font ou qui veulent s'y mettre. Il y a Trail, les clés pour performer sans se blesser, aux éditions Glénat. Alors j'ai vu que tu fais beaucoup de choses. Tu organises des stages de trail sur le site chamonixacademy.com, c'est ça? Oui, ça c'est plutôt c'est un projet de passion. Fait que j'ai le chamonixacademy.com qui est à Chamonix, évidemment. Puis j'offre l'été, surtout au printemps, début d'été, des stages. Je fais des entraînements verticaux le mardi matin à Chamonix. Donc, si vous passez, vous pouvez regarder sur mon site ou sur Instagram. Vous pouvez envoyer un message. Puis, j'organise des sessions sociales, des sorties avec Patagonia. Comme là, on va en faire un pour l'UTMB. Si vous êtes ici la semaine du l'UTMB, vous ne serez pas ici parce que le podcast va sortir après l'UTMB. Oui, malheureusement. Mais puisque tu travailles avec Patagonia aussi... Oui, ça fait 25 ans que je suis athlète pour Patagonia. D'accord, ok. Fait que je suis très impliquée avec la compagnie, puis avec plusieurs projets que je fais avec eux. Ils ont des super valeurs, c'est sûr. Et alors, ça, c'est plus pour... je dis ça pour les femmes, mais j'ai vu que tu fais aussi des camps de ski rando pour les femmes. J'ai vu ça sur le site. C'est chouette, ça. Oui, c'est vraiment bien. Puis surtout, au niveau, en ski rando, on a besoin de beaucoup de compétences. Puis, au niveau stage, je ne fais pas pour femmes uniquement, mais je trouve qu'il y a plusieurs. Puis, Carolyn George, qui est une des meilleures... D'accord. Elle est géniale. C'est un guide de montagne, énormément d'expérience. Une des meilleures guides de montagne des Alpes. Elle est reconnue aux États-Unis aussi, mais elle a juste une très belle personnalité. Elle enseigne beaucoup. Elle n'est pas juste guide, mais... fait que toutes les deux, on offre une façon aussi pour les femmes d'apprendre des connaissances. Ouais. Puis, pas d'être intimidée, être autour... d'hommes en montagne. Certaines femmes se sentent mieux de ce côté-là. Puis c'est très jovial, c'est très agréable aussi. Très chouette. Non, c'est une bonne chose ça, aux femmes. Alors du coup, lancez-vous, allez faire du ski rando en montagne. Écoute, je te remercie Chloé pour cet échange, d'avoir pris le temps. Je sais que tu as un agenda hyper chargé, donc je te remercie pour ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.